Et je me permets de féliciter nos frères maliens, de leur dire qu'ils font notre fierté, de les encourager à rester dans ce siège, d'encourager le président Assimi Goïta, parce qu'il n'a pas perdu la face. C'est ceux qui voulaient l'humilier qui aujourd'hui sont obligés d'aller à Bamako manger du fognon. Donc il n'a pas à rougir. Et nous lui disons que nous l'encourageons et qu'il doit continuer à rester très proche de son peuple. Parce qu'en politique, il n'y a que cette réalité. Il faut faire de la politique pour son peuple. Qu'il ne se détourne jamais de cet objectif. Qu'il ne se laisse jamais embrigader dans des discours politiciens où on va lui dire que c'est toi qui es là, tu es le tout-puissant, qu'il reste collé aux intérêts de son peuple. Ils gagneront cette guerre contre la gangrène djihadiste par la grâce de Dieu et par les efforts des Maliens et par les efforts de tous les Africains. Si ce problème n'est pas réglé jusqu'en 2024, nous avons vu que Macky Sall a rapatrié les quelques éléments sénégalais qui étaient là-bas. Puisqu'ils n'étaient pas là-bas en tant que Sénégalais, ils étaient là-bas parce que la France lui avait demandé d'amener des troupes. Mais si ce problème n'est pas réglé jusqu'en 2024, si nous sommes élus président de la République, nous dépêcherons des troupes pour soutenir nos frères maliens et en finir avec cette gangrène. Qu'ils tiennent bon et qu'ils restent dans la dignité qu'on connaît. La dignité qui a été professée dans la charte du Mandel, celle qui a été professée dans la déclaration de Thierno Souleymane Baal. Document que nous avons tous oublié au profit de la Déclaration universelle des droits de l'homme de la France. Je vous avoue qu'au début, je ne croyais pas une seule seconde. Je les voyais comme des énièmes chefs d'État qui sont venus au pouvoir par les armes et qui n'allaient absolument pas durer. Je me disais qu'ils faisaient les durs au début à critiquer la France, mais qu'ils allaient rapidement se ranger et obéir aux diktats de la France-Afrique, comme d'habitude. Je pensais qu'Assimi Goïta et ses hommes allaient avoir peur des sanctions de la CEDEAO, notamment la mise en embargo du pays et le gel des comptes BCAO de l'État malien ainsi que des entreprises publiques maliennes. Je pensais aussi que le peuple malien allait se révolter contre ces nouveaux dirigeants et que ces derniers allaient rapidement programmer des élections pour que la CEDEAO enlève ses sanctions. Mais j'ai vu qu'ils ont tenu des mois sans qu'on entende de plainte chez le peuple malien. Bien au contraire. Et ce n'est pas tout, le Mali est engagé aussi en parallèle en bras de fer avec la France, car la France ne respectait plus ses engagements militaires. Manifestants réclament le départ des 4500 soldats français de l'opération Barkhane, présents dans la bande sahélo-saharienne. Nous ne voulons plus de la présence militaire française sur notre territoire, que la France plie ses bagages et regagne ses ailes. Tous nos problèmes sont liés à la France. Elle est là depuis bientôt 7 ans. Et tous les jours, nos problèmes augmentent. Si la France ne dégage pas, dans les jours à venir, on va demander au régime de partir. Parce que le dernier mot, ça revient au peuple. En fait, le Mali a réussi à mettre fin aux opérations Barkhane et Takuba entre 2021 et 2022. Et pour ceux qui n'ont pas de visibilité sur ces opérations-là, l'opération Barkhane, c'est uniquement pour les soldats français. Et l'opération Takuba réunit 800 soldats venant de 11 pays européens. Donc le peuple malien soutenait ses dirigeants et était prêt à faire tous les sacrifices qu'il fallait pour, je cite, dégager la France. Et ça a marché parce que la France a retiré ses soldats du territoire malien. Et de l'autre côté, la CEDEAO a enlevé l'embargo économique sur le Mali parce que les dirigeants avaient promis qu'ils allaient organiser des élections en février 2024. Ces élections n'ont pas eu lieu. Là, j'ai compris qu'il se passe quelque chose de particulier en Afrique subsaharienne. Je n'ai pas eu besoin d'attendre longtemps pour avoir la confirmation que quelque chose de particulier se passait en Afrique. En effet, de l'autre côté de l'une des frontières du Mali, dans les terres des peuples intègres, la même chose ou presque se passait. Là, encore une fois, j'étais sceptique. Mais c'est qui cet homme qui n'a même pas 40 ans faire un coup d'État et prétendre avoir les épaules pour diriger la terre des peuples intègres? La terre de Thomas Sankara. Le pire, c'est que je voyais des commentaires comme celui-là dès que Ibrahima Traoré a pris le pouvoir. Beaucoup voyaient en lui la réincarnation de Thomas Sankara. Pardon, le Thomas Sankara des années 80, le Thomas Sankara qui a clamé haut et fort et devant tous les chefs d'État africains sa volonté de supprimer les dettes extérieures à travers un décret commun. Que notre conférence adopte la nécessité de dire clairement que nous ne pouvons pas payer la dette. Même pas dans un esprit belliqueux, belliciste. Ceci pour éviter que nous n'allions individuellement nous faire assassiner. Si le Burkina Faso tout seul refuse de payer la dette, je ne serai pas là à la prochaine conférence. Par contre, avec le soutien de tous, dont j'ai besoin, avec le soutien de tous, nous pourrons éviter de payer. Et en évitant de payer, nous pourrons à notre développement. Le Thomas Sankara qui avait convaincu le peuple burkinabé, au-delà du Burkina, le peuple africain, qu'un développement économique endogène africain peut bel et bien avoir lieu. Vous l'avez compris, je disais que c'était exagéré, voire fou, de comparer Ibrahima Traoré à Thomas Sankara.
Mais plus les mois passaient, plus j'entendais Ibrahima Traoré parler, moi je trouvais les comparaisons bêtes. J'ai vu Ibrahima Traoré clamer haut et fort sa vision devant les autorités africaines et russes lors du sommet Russe-Afrique, et pas n'importe quelle vision. Avec une nature généreuse, de l'eau, du soleil en abondance, l'Afrique est aujourd'hui le continent le plus pauvre. L'Afrique est un continent affamé. Et comment se fait-il que les chefs d'État traversent donc le monde à mendier? Voici des questions que nous nous posons et que nous n'avons pas de réponse jusque-là. Nos dévanciers nous ont bien appris une chose. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Nous ne nous apitoyons pas sur nos sorts, on ne demande pas que quelqu'un s'apitoie sur notre sort. Il faut que nous, chefs d'État africains, nous arrêtons de nous comporter donc en marionnettes qui dansent à chaque fois que les impérialistes tirent sur les ficelles. J'ai aussi vu Ibrahima Traoré parler à son peuple en leur plantant la graine de l'espoir, la graine de l'ambition, la graine de l'honneur et la dignité. J'ai vu Ibrahima Traoré passer à l'action et ne pas juste parler pour parler. Et je pense ce qui m'a le plus marqué, j'ai vu Ibrahima Traoré décoloniser mentalement le cerveau de la nouvelle génération burkinabèse. Ce matin, par exemple, lorsque vous avez pris votre petit déjeuner, c'est des croissants que vous avez pris? Ou c'est du pain? Qu'est-ce que vous avez mangé? Des gâteaux? C'est fait à base de farine de blé, c'est ça? Est-ce que vous savez que le blé, ce n'est pas produit ici? Nous, on nous a dit à l'école que le blé, c'est en Amérique, c'est en Europe. Voilà les cours qu'on a appris. Vous avez bu du lait, c'est ça? Souvent, vous buvez du lait à la maison. Et c'est quel lait vous buvez? Ah, Nido. Ça vient d'où? Nous avons conscience que Dieu nous a tout donné ici. Je vous disais tout de suite, le blé, on nous a dit, nous, à l'école, c'est comme si on ne peut pas le faire ici. On nous a menti. On cultive le blé ici. Ça marche bien. Et nous allons le développer. Des gens ont commencé cette année. J'ai pu voir des gens qui l'ont fait dans le cadre de l'initiative présidentielle. Et on m'a dit qu'il y a quelques années de cela, des particuliers l'ont essayé et ça marche. Donc actuellement, nous sommes en train de semer du blé dans certaines superficies dans l'initiative présidentielle. Ce que vous mangez doit être produit ici. Vous l'avez compris, à partir de ce moment-là, je ne trouvais plus du tout bête les comparaisons entre Ibrahima Traoré et Thomas Sankara. Et ce qui est intéressant aussi dans tout ça, c'est qu'on a l'impression que ce réveil africain est contagieux. Le Mali a contaminé le Burkina Faso, mais le Burkina Faso aussi va contaminer un pays voisin, qui est le Niger. Le pays responsable de 20% de l'uranium importé en France. Oui, c'est ce pays que le Burkina Faso a contaminé. Et là encore, j'étais sceptique. Sceptique parce que le général Abdourahmane Tiani, qui est à l'origine du coup d'État, avait immédiatement révoqué les accords de coopération militaire qui liaient le Niger à la France. Je me disais à ce moment-là, mais comment ils vont lutter contre les groupes terroristes comme Boko Haram? Je me suis naturellement dit que Tiani et ses hommes allaient revenir en arrière après cette décision qui a beaucoup énervé Emmanuel Macron. Et on voudrait dire que la démocratie est une idée qui est bonne pour l'Afrique, qu'on ne fait pas de double standard. C'est inadmissible. On a un homme intègre, démocratiquement élu, courageux parce que pour la première fois dans un tel cadre, il ne démissionne pas au péril de sa vie et de celle de sa famille. Et on nous explique que la bonne politique aujourd'hui, ce serait de le lâcher. Parce que c'est devenu à la mode. Parce qu'en fait, il faudrait produire local maintenant, même quand ce sont des putschistes. Et de Washington, en passant par d'autres capitales européennes, j'ai entendu des voix, j'ai écouté des journaux, j'ai lu des tribunes qui nous expliquaient « N'en faites pas trop, ça devient dangereux. Ça devient dangereux. » Non, on doit être clair, cohérent. Cohérent. Sinon, qui nous écoutera? Dans quelle capitale africaine on peut dire qu'on a une politique de partenariat avec un dirigeant si quand ils subissent cela, on ne peut pas être en soutien? Ces derniers temps, Emmanuel Macron énervé s'accompagne très souvent d'une CEDEAO énervée. Mais on parlera de ça en profondeur tout à l'heure. Donc vous l'avez compris, on a là 3 chefs d'État, certes venus au pouvoir par des coups d'État, mais des chefs d'État profondément patriotes qui semblent défendre en premier les intérêts de leur peuple. Et ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que ces 3 chefs d'État sont unis. Unis par leur défi commun qui est de conduire leur peuple vers la prospérité, vers le développement, vers la grandeur. Mais le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas réussir cette mission s'ils restent dans les institutions régionales existantes. Des institutions remplies de paradoxes et qui multiplient des décisions à 2 poids 2 mesures. Des institutions qui ne sont plus en phase avec les envies d'émancipation des peuples de l'Afrique subsaharienne. Parlons d'abord d'une mini-institution, d'une mini-organisation qui a su durer 9 ans. Et je parle du G5 Sahel. Vous savez, cette organisation régionale qui a été créée pour coordonner les efforts des pays du Sahel en matière de sécurité et de développement. Elle regroupait 5 pays sahéliens d'Afrique de l'Ouest, d'où son nom de G5
G5 Sahel. Ces pays étaient le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad. Donc en matière de sécurité, le but était de lutter contre le terrorisme en mettant en place des forces conjointes pour lutter contre les groupes armés. En matière de développement, l'objectif était de promouvoir le développement économique et social dans la région en mettant en œuvre des projets et des initiatives qui renforcent les infrastructures, l'éducation, la santé et d'autres secteurs. Sur le papier, c'était très beau parce que les objectifs correspondaient vraiment aux problèmes rencontrés par les 5 pays. Mais la réalité était moins belle. D'abord, le G5 Sahel était financé par les puissances étrangères. L'Union européenne s'engageait à verser 50 millions d'euros à l'organisation. L'Arabie Saoudite avait aussi confirmé qu'ils allaient apporter 100 millions de dollars à l'organisation. Les Émirats voulaient aussi financer l'organisation à hauteur de 30 millions de dollars. Et les 5 pays du G5 Sahel contribuaient à hauteur de 10 millions d'euros chacun. Mais selon l'ONU, sur les 415 millions d'euros promis en 2018 par la communauté internationale, plus de la moitié n'a pas été envoyée à l'organisation. Ce qui laisse les forces du G5 Sahel mal préparées, mal équipées et sans avoir pu mener des opérations militaires concrètes contre les terroristes. L'opérationnalisation du G5 Sahel, ça c'est une action purement militaire. Évidemment, ça souffre beaucoup de problèmes, en fait, disons, auxquels nous sommes confrontés. Matériel, financier et autres. Et il y a aussi l'autre aspect de lutte contre le terrorisme sur le développement. Et là aussi, nous avons eu beaucoup, je pense que des réunions, il y a eu beaucoup d'annonces en réalité, mais jusqu'au jour aujourd'hui, jusqu'à hier en fait, disons, le constat que nous avions fait, il n'y a pas des actes précis, concrets, en fait, disons, en termes de mise en place de financement pour l'opérationnalisation du G5. Il n'y a pas non plus, en termes concrets, des ressources qui sont mises pour, en fait, disons, déclencher le développement qui pourrait retenir les jeunes. En fait. Mais le pire dans tout ça, et c'est ce qui a conduit à la disparition de cette organisation, c'est qu'en 2022, le Tchad qui assurait la présidence du G5 Sahel devait laisser sa place au Mali, qui devait donc reprendre la présidence. Mais certains pays s'opposent à la présidence malienne du fait de la situation politique au Mali. Bon, en réalité, c'est la France qui s'opposait à la présidence du Mali, car la France ne reconnaissait pas la légitimité du gouvernement d'Assimi Goïta. Et comme la France ne voulait pas, alors les autres pays l'ont suivi. En même temps, il n'y avait pas Ibrahima Traoré au Burkina Faso, ni Tiani au Niger. D'ailleurs, lorsque ces derniers sont venus au pouvoir, ils ont pris la même décision que le Mali de quitter le G5 Sahel. Le Mali d'Assimi Goïta a quitté le G5 Sahel en 2022. Le Burkina Faso et le Niger ont quitté le G5 Sahel en même temps en 2023. Le gouvernement de la République du Mali décide de se retirer de tous les organes et instances du G5 Sahel, y compris la force conjointe. L'opposition de certains États du G5 Sahel à la présidence du Mali est liée aux manœuvres d'un État extra-régional visant désespérément à isoler notre pays, le Mali. Les G5 Sahel, il y a des États qui vont collecter l'argent au nom des Mali, des Africains. On collecte 100 millions, on met 90 millions en poche, on prend 10 000 francs, on va peindre des équipements vieux, on vient les mettre dans les G5 Sahel. L'officier qui ose respecter là, on le menace. S'il refuse, on va voir le président démocratiquement élu, et puis on dit qu'il a tenté un coup d'État, on le prend, on le met en prison. Donc tout le monde est réduit au silence. Mais le problème, c'est que le G5 Sahel n'est pas la seule organisation régionale qui semble être instrumentalisée par l'extérieur. Donc sortir du G5 Sahel, en quelque sorte, c'est de l'échauffement. Et le vrai match serait de sortir de l'organisation régionale qui s'est perdue, qui s'est travestie, qui tord la vérité à chaque sommet, qui maquille le mensonge à chaque décision, qui se laisse influencer comme un enfant de 8 ans et qui est en train de perdre toute sa crédibilité. Pas besoin d'aller plus loin, vous l'avez compris, je parle de la CEDEAO. Mais qu'est-ce qui est arrivé à la CEDEAO? Pourquoi mettre le Mali sous embargo économique alors que le Mali n'a pas de littoral? Pourquoi fermer les frontières du Niger et couper tous les échanges de nature économique ou financière jusqu'à créer des pénuries comme par exemple des pénuries de médicaments? Je donne là des exemples récents, mais d'après les autorités maliennes, burkinabèses, nigériennes, la CEDEAO a commencé à se perdre depuis le sommet de la Baule en 1990. Vous savez, ce fameux discours prononcé par François Mitterrand devant 37 chefs d'État africains et qui invitait les chefs d'État africains à lancer un processus de démocratisation sous peine, dans le cas contraire, d'être privés du soutien du Nord. Donc depuis ce discours de la Baule, la CEDEAO a commencé à être sous influence de l'Occident, en particulier la France. Depuis, la CEDEAO a commencé petit à petit à défendre les intérêts des autres au détriment des pays membres. Elle ne voit plus les choses avec les yeux africains. Elle prend des décisions en fonction de d'autres paramètres. Par exemple, elle va tolérer le coup d'état constitutionnel de Mohamed Idriss Déby car la France le soutient.
et de l'autre côté, il va menacer le Niger d'une intervention militaire pour faire revenir Bazoum au pouvoir. D'ailleurs, normalement, quand un pays membre déroge aux règles de la CEDEAO doit d'abord passer par la diplomatie. Et si la diplomatie n'aboutit à rien, alors on passe à un cran supérieur en optant pour les sanctions plus strictes, voire jusqu'à l'utilisation de la force au cas extrême. Mais pour le cas du Niger, elle met la diplomatie à la poubelle et envisage directement la force. Sûrement parce qu'ils ont vu ce discours de Macron après la prise de pouvoir de Tiani et ils ont eu peur. Les dirigeants africains, membres de la communauté économique d'Afrique de l'Ouest, ont tranché. Ils se sont mis d'accord pour une intervention militaire au Niger. Il est de notre devoir d'épuiser toutes les voies d'engagement pour assurer un retour rapide à la gouvernance constitutionnelle au Niger. Tous les moyens seront utilisés au besoin pour que l'ordre constitutionnel soit rétabli au Niger, mais l'idéal serait que tout se fasse dans la paix et de la concorde. Vous l'avez compris, si Assimi Goïta, Ibrahima Traoré, Abdourahmane Tiani veulent vraiment conduire leur peuple vers la prospérité, alors il n'y a aucun intérêt à rester dans une organisation qui semble leur pénaliser, plutôt de leur accompagner à instaurer un climat de sécurité et de développement économique. C'est pourquoi le 1er février 2024, les trois pays, le Mali, le Burkina et le Niger, ont annoncé qu'ils quittaient la CEDEAO. Ils veulent désormais se concentrer sur une autre organisation formée quelques mois plus tôt, en septembre 2023, qui est l'AES, l'Alliance des États du Sahel. L'AES veut offrir l'opportunité au Mali, au Burkina, au Niger de parvenir à une fraternité réelle, sans aucune ingérence ni manipulation externe. L'AES veut leur offrir l'opportunité de suivre une vision claire pour conduire leur peuple vers la prospérité. Cette organisation veut ramener la sécurité dans leur espace tant troublé selon les autorités des trois pays pour que leurs ressources soient pillées, un peu comme ce qu'on a pu observer au Congo lors des dernières années. L'AES aura pour but de proposer de nouvelles approches géostratégiques, pas seulement sur les questions militaires, mais aussi sur les questions de développement. Et pour ça, l'AES ainsi que ses trois pays membres doivent avoir une bonne gouvernance. Fini les chefs d'État autocrates qui luttent pour leurs intérêts personnels et pour leur maintien au pouvoir. Fini l'enrichissement d'une minorité politique privilégiée au détriment de toute la population. Donc désormais, il s'agira d'imposer un leadership africain et surtout l'assumer. Et ça passe par imposer le respect. L'intégration régionale sera faite à travers des collaborations respectueuses. Les pays de l'AES ne veulent plus être humiliés par les autres pays africains de la région, comme le Mali et le Niger l'ont été après les sanctions de la CEDEAO, qui ont conduit à une pénurie des médicaments et des coupures d'électricité à n'en plus finir. L'intégration internationale des pays de l'AES se fera aussi dans le respect. Hors de question de ne pas jouer pleinement et audacieusement avec les règles du capitalisme. Hors de question de garder des relations de subordination entre pays. C'est fini tout ça. Vous l'avez compris, l'AES veut devenir une organisation des peuples et non une organisation de chefs d'État qui régulièrement organise des sommets pour tout dire mais pour ne rien faire. Et ce qui est intéressant en plus de ça, c'est que la souveraineté des pays membres ne sera pas piétinée car chaque pays membre aura un droit de veto pour préserver les intérêts nationaux au cas où. Nous avons quitté la CEDEAO pour renforcer cette alliance parce que nous avons une vision claire de ce qui peut conduire nos peuples vers la prospérité à laquelle ils ont toujours espéré que les leaders les conduisent. L'AES, l'Alliance des États du Sahel, avait pour objectif initial, et elle l'a toujours, et elle est en train d'engranger des succès, ramener la sécurité dans notre espace troublé pour que nos richesses soient pillées. Après tout ce que je viens de dire, il ne sera donc pas étonnant de voir le Mali, le Burkina, le Niger quitter l'UEMOA comme ils ont quitté la CEDEAO. C'est même sûr qu'ils la quitteront. Parce que d'abord, les pays de l'AES veulent s'affranchir de tous les liens de subordination qu'il y avait entre les anciennes colonies françaises et la France. Or, le franc CFA est le symbole par excellence de ces liens, donc c'est sûr qu'ils la quitteront. D'ailleurs, les autorités des trois pays ne s'en cachent pas et affirment leur volonté de battre monnaie. La monnaie, c'est un signe de souveraineté. Nous sommes engagés dans un processus de recouvrement de notre souveraineté totale. Il n'est plus question que nos États soient la vache à lait de la France. La monnaie commune, j'ai dit au Mali, le Mali a déjà essayé sa monnaie. Donc frapper une monnaie, c'est pas difficile. Aujourd'hui, nous avons emprunté un point de non-retour. Quand on fait ça, tirez les conclusions de votre histoire. Ceux qui ont créé les monnaies,
comment ils les ont créés, quelles difficultés ils ont eu, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas tomber dans le même pied. Ça, c'est la réflexion stratégique. En plus de ça, d'après l'économiste Nongo Samba Sylla, il y a une peur injustifiée par rapport au fait qu'un pays batte monnaie. Parce que dans le monde, seulement 7% des pays ont une monnaie commune. D'ailleurs, une nouvelle monnaie des pays de l'AES favoriserait même les échanges entre les 3 pays et la monnaie sera adaptée au coût de la vie de ces pays. Est-ce qu'il faut croire à une monnaie commune au sein de l'Alliance des États du Sahel? Est-ce que c'est crédible à relativement court terme? Eux disent que oui. Oui, je dis que oui, et c'est même très souhaitable. Pourquoi? Parce que c'est seulement dans les pays francophones où nous croyons que battre monnaie, c'est quelque chose de miraculeux ou d'extrêmement dangereux. En 2020, j'avais calculé que dans tous les pays du monde, en tout cas les pays qui sont membres du FMI, il y en a au moins 190, il n'y a que moins de 7% de la population mondiale qui évolue dans une union monétaire. Donc ça veut dire que presque tous les autres pays ont leur propre monnaie, même si c'est des monnaies qui peuvent être faibles, dollarisées, etc. Donc il est bien possible de sortir du CFA et c'est souhaitable. Une autre raison qui va motiver la sortie des pays de l'AES de l'UEMOA est le fait que ce dernier peut les sanctionner à tout moment. Normalement, l'UEMOA ne doit pas s'occuper de la politique de ses pays membres. Elle ne doit pas donner d'ordre de nature politique ni en recevoir. Mais comme ils ont déjà sanctionné le Mali et le Niger après les coups d'État, alors il est possible que cela se reproduise plus tard. En fait, j'ai l'impression que maintenant, les organisations se décrédibilisent elles-mêmes. Elles transgressent leurs textes pour faire revenir des pays membres qui ont transgressé les mêmes textes. Bizarre, non? Certains diront non. Par contre, je ne peux pas finir cette vidéo sans parler des limites de l'AES, ou plutôt des difficultés que l'AES va rencontrer, parce qu'il y en aura beaucoup. D'abord, les pays de l'AES n'ont pas de littoral. Même s'ils mettent l'accent sur la transformation locale, ils auront toujours besoin d'importer ou d'exporter. Mais comme la plupart des échanges de marchandises se fait par voie maritime, alors sans port, les coûts de transport pour les importations comme les exportations seront très conséquents. C'est donc important pour les 3 pays de l'AES d'avoir de bonnes relations avec les pays qui ont un littoral. Par exemple, suite aux sanctions de la CEDEAO, le Niger s'était rapproché du Maroc pour avoir accès à leur port. Pareil pour le Mali qui a fait passer ses marchandises comme le coton au port de Nouakchott suite aux sanctions de la CEDEAO. Si les patriotes viennent au pouvoir au Sénégal, alors il y a de grandes chances que les négociations reprennent et que les marchandises du Mali repassent par le port de Dakar. Je vois même un projet de voie ferrée qui partirait du port de Dakar jusqu'au Niger, ou même au-delà, comme ce que les colons avaient commencé pour extraire les matières premières du Congo. Mais là, ce sera une voie ferrée des Africains au service du développement des pays africains. Bon, certains diront que c'est du pur fantasme. Hormis la question du littoral, un autre problème auquel les pays de l'AES peuvent être confrontés est la circulation des hommes. Comment les flux humains vont évoluer? Enfin, pour la future potentielle sortie des pays de l'AES, de l'UEMOA et du franc CFA, un petit rappel historique sur ce que sont devenus les chefs d'État qui avaient décidé de ne pas adopter le franc CFA. Sylvanus Olympio l'a essayé, mais il a été assassiné en 1963. Sékou Touré l'a essayé, mais la France a tout fait pour saboter l'économie guinéenne en introduisant de faux francs guinéens dans l'économie guinéenne. Modibo Keïta l'a essayé en adoptant le franc malien, et le peuple malien a été témoin d'une inflation record qui a ruiné une bonne partie de la population. Modibo Keïta a ensuite été victime d'un coup d'État en 1968 et le franc malien a disparu en 1944. Je détaille dans cette vidéo récemment publiée sur ma chaîne comment la France se sert de l'argument de la démocratie pour écarter les patriotes et instaurer des dirigeants marionnettes. Tu peux la regarder pour comprendre par exemple ce qui s'était passé au Mali. Vous l'avez compris, les chefs d'État du Mali, du Burkina, du Niger veulent conduire leur peuple vers la prospérité. Il y aura beaucoup de difficultés, beaucoup de coups bas comme d'habitude, mais ça ne sera pas impossible. Mais bon voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, ça m'a pris énormément de temps pour les recherches, l'écriture, le montage, le tournage, etc. Donc abonne-toi à la chaîne pour me soutenir. Et pour ceux qui veulent me donner des idées de vidéos, comme d'habitude, venez sur Instagram. Et peace. L'Africain en général a vécu dans une espèce d'attitude qui est somme toute celle d'un esclave, dans la mesure même où il se définissait non point tant par rapport à une espèce d'authenticité propre à son terroir, mais par rapport aux critères de la civilisation blanche.